Midi 30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. On va nous aussi parler de Noël dans Intégral Placement en vous conseillant les meilleurs placements plaisir, le vin, la forêt, les œuvres d'art, pourquoi pas même les voitures de collection. Quel placement privilégié, quel placement plaisir devez-vous privilégier? On va essayer de répondre avec Stéphane Schenderhoff. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Vous êtes associé chez Cyrus Conseil. Tout ce que je viens de citer, ce sont des investissements passion, il faut le dire. Pourquoi se lancer là-dedans? Comment allier investissement et passion? Ce sont deux mots contradictoires en apparence. L'investissement, en général, c'est une démarche raisonnée qui obéit à un objectif de rendement, un objectif patrimonial. En tout cas, chez Cyrus, la passion, il faut qu'elle s'exprime. C'est d'abord le plaisir qui est la motivation première. Et le seul critère que nous regardons chez nos clients, c'est le pourcentage qu'ils vont pouvoir affecter à cette passion sans déséquilibrer justement la stratégie patrimoniale globale qu'on aura mis en place pour eux. Dès lors où on franchit la borne, on retrouve la notion d'investissement et donc il faut faire, j'allais dire, rimer passion et raison, même si c'est pas une rime riche. Ça peut parfois rapporter gros. Oui, dans les placements comme dans la vie, la passion ne doit pas apporter le déséquilibre. Exactement. Et du coup, elle doit représenter quelle part de notre portefeuille? Entre 5 et 10% du patrimoine, ça nous semble un maximum. Dès lors où ça dépasse, il faut qu'on retrouve ces critères que nous évoquions. Quel est l'objectif? Quel rendement on en attend? Quelle place cela prend dans une stratégie patrimoniale? Est-ce que c'est du court terme, du long terme? Est-ce que c'est un objectif de transmission? Donc on retrouve, j'allais dire, tous les critères d'un investissement classique. Et vous constatez que ces investissements passion dans les œuvres d'art, la forêt, le vin, ont de plus en plus le vent en poupe, les investisseurs sont de plus en plus friands? Il y a un regain d'intérêt certain depuis quelques années. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un complément d'investissement intéressant. Avec la crise et la fiscalité attachée souvent à ces investissements passion, les gens souhaitent investir dans des investissements ou des biens réels qu'ils peuvent appréhender et qui donnent du sens à leur patrimoine. Alors justement, on va dresser avec vous un panorama de ces divers investissements passion, le vin, la forêt, les œuvres d'art, tout ce qui peut nous faire plaisir tout en nous permettant de gagner un peu plus d'argent. D'abord, le vin. Qui investit le plus dans le vin aujourd'hui? Chacun d'entre nous. On est dans une culture du vin en France. La première démarche d'un investissement en vin, c'est la constitution de sa cave. Alors soit c'est un pur plaisir, vous achetez des vins fins, des grands crus que vous consommez, et puis vous pouvez très bien concevoir de vous constituer une cave plaisir que vous consommez, et en même temps, une partie de cette cave a vocation à être un investissement et finance les achats permanents que vous pouvez faire en vin. C'est le premier niveau d'investissement en vin. Et si on souhaite aller encore plus loin pour investir dans le vin, il y a plusieurs types de placements. Déjà, les groupes fonciers viticoles, à qui les conseillez-vous? Je dirais à tout épargnant qui est passionné par le vin et qui a envie de s'investir dans une histoire d'un domaine viticole sans pour autant en avoir les moyens. À partir de entre 3 et 40 000 euros, vous allez pouvoir investir dans des parts de groupements viticoles et puis participer à la vie de ce vin, avoir un rendement qui va pas être extraordinaire, entre 1 et 5%, dont une partie peut être versée sous forme de liquide en tout bien tout honneur, en bouteille. Et avec modération. Et avec modération. Vous nous dites le rendement peut atteindre 1 à 5%. La différence est énorme entre 1 et 5%. Qu'est-ce qui explique cette différence? Il y a la qualité, la qualité, je dirais, de l'exploitant. Ça s'appelle premier risque. Faut pas oublier que quand vous êtes propriétaire de part de groupement foncier, ce n'est pas vous qui exploitez. Vous donnez un bail à long terme à un exploitant. Si l'exploitant fait pas du bon vin, le vend pas bien, et le rendement va pas être formidable. Donc il faut bien se renseigner sur la qualité de l'exploitant, de la terre. Il faut partir du principe que dès lors où on sort de la passion, qui fait que vous vous investissez à titre personnel et que vous devenez presque un expert. On a des clients qui sont passionnés par un certain nombre de secteurs, sont quasiment des experts. Dès lors où vous êtes un investisseur qui a un intérêt et non plus totalement une passion, il faut que vous repreniez tous les critères qu'on évoque en permanence sur l'antenne. Il faut regarder quels sont les intermédiaires, comment sont montés les produits, quels sont les frais d'entrée, quels sont les frais de gestion, etc. Là, on retrouve, si vous voulez, les critères de l'investissement classique
même si le sous-jacent est un peu plus fun que les fonds en euros. Alors justement, pour investir dans le vin, vous nous disiez, il y a les groupes fonciers viticoles. Très bien, ça c'est un premier outil. Est-ce qu'il y a une autre façon d'investir, notamment à travers les grands crus? Alors, ça attire pas mal nos téléspectateurs d'ailleurs. Ils nous posent beaucoup de questions là-dessus. Alors, il y a, comme toujours sur les investissements de niche, vous avez très peu d'opérateurs. Mais vous pouvez, sur les grands crus, à travers des outils collectifs, investir dans des parts de FCP. Il y en a un en France, il y a une SICAV luxembourgeoise, qui se sont spécialisés sur l'achat de portefeuilles de grands crus, qui sont en général stockés physiquement et audités chaque année dans les ports francs de Genève, et qui, suivant la stratégie des gestionnaires, alors là on est comme sur un fonds d'investissement, hein, c'est une société de gestion avec des spécialistes, une politique d'investissement, etc. On peut parler de vin papier comme il existe l'or papier, c'est du vin papier? Oui, c'est du vin papier, c'est un produit financier pur. Avant toute chose, et l'objectif c'est d'aller chercher le rendement avec la spéculation qu'on connaît sur les grands crus classés. Et là, on peut atteindre des rendements qui vont dépasser largement les 8, 9, 10, voire 20% certaines années qui sont spéculatives. Et pour investir dans ces FCP ou ces SICAV investis dans le vin, il faut un ticket d'entrée élevé? Oui, qui est plus élevé que les groupements forestiers. En général, le ticket d'entrée est à minimum 30 000 € et il peut aller pour certains produits jusqu'à 250. Et en face, on a un rendement qui est beaucoup plus attractif parce que le risque est beaucoup plus grand. Donc vous êtes sur de la matière spéculative, les grands crus. Souvenez-vous, prenez un exemple, sans production et sans vin. Donc on est beaucoup plus fluctuant en fonction des demandes du marché. Donc on peut investir dans le vin à travers des fonds, c'est ce que vous venez de nous dire, à travers des groupements fonciers également. Et puis il y a un troisième biais, ce sont les domaines. À qui conseillez-vous d'investir dans des domaines? Déjà, il faut un certain patrimoine parce que, sauf à être, j'allais dire, à décider de devenir un viticulteur à part entière et de s'offrir un domaine, il faut que la part de cet investissement dans votre patrimoine corresponde à une stratégie souhaitée. Et puis là, on rejoint typiquement le monde de l'entreprise. Un domaine viticole, c'est une entreprise. Certes, il y a le foncier, mais derrière, il y a une exploitation. On rentre dans tout l'art de l'alchimie du vin, de la création du vin. C'est pas gagné, c'est un produit à risque. Et le rendement n'est pas assuré, parce que derrière, il faut assurer toute la distribution, notamment à l'étranger. Beaucoup de vins sont achetés par nos étrangers. N'oublions pas que les Chinois achètent près de 25% de la production du Bordelais. Donc il faut aller les chercher. Ils viennent pas tous les jours, tous les matins dans nos domaines, même si certains viennent en acheter. Malheureusement, ça se termine mal pour eux, comme ça c'est passé récemment en Dordogne. Stéphane, on quitte le vin, c'est provisoire. On imagine qu'on y reviendra ce soir. C'est une autre histoire. Un autre investissement passion là, qui va peut-être intéresser nos téléspectateurs en cette veille de Noël, c'est la forêt. Oui. On sent une véritable passion des forêts des Français pour la forêt. Et ils sont curieux, nos téléspectateurs notamment nous demandent souvent comment investir dans la forêt. Comment je fais? Là, vous avez que deux solutions. Le groupement forestier, qui s'apparente au groupement viticole qu'on évoquait tout à l'heure, donc des tickets abordables qui permettent d'acheter des parts de forêt. Et puis j'allais dire la forêt en direct, qui, par rapport au domaine viticole, a un accès, j'allais dire, à moindre coût, puisque à partir de 100, 150, 200 000 €, vous pouvez commencer à acheter quelques hectares de forêt et vous faire plaisir. La forêt, typiquement, c'est un investissement plaisir parce que le rendement, il est entre 1 et 3% maximum. C'est plus une relation de l'homme à la terre, à la nature, et puis un complément de placement par rapport à... Parce que c'est totalement décorrélé de tout ce qui est marché financier et autres. Il y a j'allais dire, une relative stabilité des prix à l'hectare de la forêt sur les dernières années, même si le marché est acheteur, comme vous le disiez très justement, et que les produits de qualité sont rares, parce que suivant la région, le plan de gestion, l'organisation de la forêt, eh bien, vous allez avoir des écarts de prix qui peuvent aller du simple au triple à l'hectare. C'est pas si simple que ça, la forêt. Non plus. Alors certains préfèrent aux forêts les voitures de collection. Ils se disent, moi je préfère investir, acheter une belle voiture de collection. Quel est l'intérêt patrimonial? Encore plus compliqué. En général, ceux qui s'intéressent aux voitures de collection sont des vrais passionnés. C'est plus une passion qu'un investissement? Oui, mais ça peut être un très bon investissement. La voiture de collection, suivant les modèles et les périodes, ont connu des rendements qui sont tout à fait impressionnants. Mais là, ce sont des paris. Celui qui a gardé sa DS Palace pendant 20 ou 30 ans et qui aujourd'hui la ressort, sans aucun doute fait une très belle affaire. Mais c'était pas gagné de se dire à l'époque que la DS Palace allait devenir
une voiture de collection 20 ans ou 30 ans après. C'est la même problématique que pour les œuvres d'art finalement. Exactement, ce sont des marchés qui sont des marchés de niche et c'est pour ça, soit vous êtes un passionné, vous êtes un expert et vous prenez vos risques, soit surtout un grand conseil, entourez-vous d'experts pour savoir comment vous allez le structurer dans votre patrimoine. Et nous-mêmes, les conseils, nous sommes entourés d'experts parce que sur ces micro-niches, le niveau d'expertise dépasse largement le rôle d'un conseil comme Cyrus. En tout cas, vous nous avez apporté des idées et des conseils pour ces investissements passion en cette veille de Noël. Merci Stéphane. Joyeux Noël à vous. Merci. Joyeux Noël, bon retour. Stéphane Schneiderhoff, associé chez Cyrus Conseil. Le CAC 40 progresse, 5e hausse d'affilée, plus 0,3% en ce moment.